Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'Academic Chat, votre émission dédiée à l'exploration des concepts académiques et des thématiques liées aux disciplines enseignées à la faculté de gouvernance, sciences économiques et sociales. Dans un monde en constante évolution, la régulation apparaît comme étant un pilier fondamental pour assurer le bon fonctionnement des différents secteurs liés à l'économie et à la société. Au Maroc, plusieurs instances ont été mises en place pour superviser et réguler divers domaines tels que le marché des capitaux, le secteur des télécommunications, de l'audiovisuel ou encore des assurances. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons braquer les projecteurs sur les instances de régulation économique et financière, bien qu'il existe d'autres instances liées à la promotion des droits et des libertés telles que la CNDP ou encore le CNDH. Qu'est-ce qu'une régulation ? Quel est le positionnement institutionnel et juridique des instances de régulation économique et financière? Quelles sont leurs principales caractéristiques et qu'est-ce qui justifie leur création? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec notre invitée, Madame Rabha Zedgui, professeure de droit à la faculté de gouvernance, sciences économiques et sociales, avec une expertise confirmée dans la régulation. Mais avant ceci, faisons un petit tour dans le campus de l'UM6P Rabat pour voir ce que pensent nos étudiants de la thématique d'aujourd'hui. Les instances de régulation au Maroc, rôle et positionnement institutionnel. On se retrouve juste après. Alors la régulation est un concept qui est assez complexe vu qu'il n'est pas propre à la tradition civile continentale. Il s'agit d'un concept que l'on a importé de chez nos partenaires anglophones et de manière générale on peut le définir comme étant un dispositif qui permet de mener dans des secteurs qui sont ouverts à la concurrence une action publique afin d'obtenir des résultats de marché. Cela se fait par l'intermédiation de ce que l'on appelle des autorités de régulation qui sont en même temps indépendantes et le bras de l'État, ce qui crée un certain oxymore. Alors quand on parle de régulation économique et financière, c'est nécessairement lié à l'économie de marché, à l'apparition de monopoles, ainsi qu'au processus général de libéralisation de l'économie. Le rôle des instances de régulation économique et financière est triple. Ils ont un rôle d'édicter des normes pour assurer la concurrence loyale dans les marchés. Ils ont un rôle d'assurer l'application de ces dites normes et ils ont aussi un rôle de statuer, entre guillemets, de jouer le judiciaire lorsque ces normes ne sont pas respectées. Et c'est pour cela qu'on dit qu'en fait, elles ont un rôle triple de quasi-exécutif, quasi-judiciaire et de quasi-législatif. Alors, première caractéristique de toute instance de régulation, c'est bien son indépendance, qui est un pilier fondamental de sa légitimité. Une indépendance à la fois vis-à-vis des pouvoirs politiques, mais aussi des opérateurs. Deuxième caractéristique, mais qui cette fois-ci suscite un peu de débat, c'est bien le cumul des pouvoirs, à la fois le pouvoir quasi-législatif, quasi-exécutif et quasi-judiciaire. Et enfin, une dernière caractéristique qui vient davantage conforter la première, en formant un gage d'indépendance aussi, c'est bien la collégialité de ces instances de régulation. Un grand merci à nos étudiants pour ces contributions qui vont nous permettre d'ouvrir la discussion avec notre invitée d'aujourd'hui, Madame Rabha Zedgui. Professeur, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Neumann, merci à vous de m'associer à cette très belle initiative et je vous félicite encore une fois. Merci beaucoup Madame Zedgui. C'est un plaisir. Alors, professeur Zedgui, avant peut-être de commencer notre discussion, on pourrait commencer par une clarification terminologique. Madame Zedgui, qu'est-ce qu'une régulation? Bien, vous savez, le terme a fait couler beaucoup d'encre. Qu'est-ce que c'est que la régulation? Et qu'est-ce que c'est derrière que le droit de la régulation? Le terme régulation, déjà, je peux vous dire que la doctrine, les différents auteurs ne sont pas parvenus à en donner une définition identique. Chacun la voit un peu selon le prisme de sa spécialité, en fait. Et pourquoi? Pour cela, il y a plusieurs raisons en fait, qui expliquent cette difficulté de définition. C'est que nous sommes face à un concept importé, c'est un concept importé du monde anglo-saxon, et qui n'a pas forcément son équivalent
j'allais dire, dans le droit de la civil law, un peu comme le droit marocain, le droit français, voilà, qui partent et qui ne sont pas du tout, et qui sont très différents de la common law. Donc, beaucoup d'auteurs se sont évertués d'en donner une définition, mais déjà, on peut peut-être essayer de clarifier. Et pour clarifier, on retourne toujours au dictionnaire, déjà sur le plan de la langue. Le mot réguler, c'est le mot, si vous voulez, d'ajuster le débit de quelque chose. C'est un peu globalement la définition qu'on donne le dictionnaire. Voilà, étymologiquement, c'est ça. Voilà, c'est un peu ça. Et puis c'est un terme qui est lié à la physique, à la cybernétique, et vous voyez donc qu'on est très loin d'un concept juridique qui puisse en plus qualifier l'action publique. Donc on est vraiment loin. Pourtant, c'est un terme qui va connaître, voilà, il y a des termes comme ça, comme la gouvernance ou la bonne gouvernance, qui vont connaître un avenir tout à fait brillant sur le plan de la langue. Et donc, finalement, on peut, si vous voulez, résumer et dire, sans très grande conviction, encore une fois, parce que toutes ces définitions ne sont pas complètement parfaite sur le plan du droit. Une des définitions qui est le plus retenue est celle d'un grand juriste qui s'appelle Godmet, qui vous dit c'est la forme moderne de l'action publique dans une économie de marché. Alors bien sûr, je rappelle ici que, comme vous l'avez spécifié tout à l'heure, nous parlons de la régulation en matière économique et financière. On ne parle pas du volet droits de l'homme, protection des données, etc. C'est encore une autre thématique. Et vous avez un professeur aussi, Bono, qui a beaucoup écrit sur la régulation, qui est un spécialiste des marchés financiers, et qui, lui, donne une définition en empruntant un mot à une dame qu'on appelle, un professeur, qu'on appelle la papesse de la régulation en France, c'est Madame Frison-Roche. Frison-Roche, elle parle du maintien d'un équilibre. Et lui, il a utilisé dans cette définition, c'est la possibilité, si vous voulez, c'est le moyen par lequel les pouvoirs publics essayent de parvenir et de maintenir un équilibre à l'intérieur de marchés qui sont incapables, si vous voulez, d'établir cet équilibre par eux-mêmes. Alors, qui va être chargé de maintenir, déjà de mettre cet équilibre et ensuite de le maintenir? Eh bien, l'État va confier cette mission à des instances ou des autorités, on les appelle comme on veut, de régulation, qui sont au cœur de la thématique dont on est en train de parler ce matin. Donc, il est question de maintenir un équilibre, si vous voulez. Qu'est-ce que c'est que ce maintien d'équilibre? C'est qu'en fait, sur un marché duquel l'État s'est désengagé, quand on libéralise un marché, eh bien, l'État ne va pas abandonner ce marché aux seules forces de ce marché. Voilà, c'est-à-dire que c'est quand même un match de football, vous ne laissez pas les équipes comme ça jouer toutes seules sur un terrain, il faut un arbitre. Et la première qualité de l'arbitre, naturellement, c'est la neutralité, l'indépendance, je pense qu'on va y arriver tout à l'heure. Donc ces arbitres, ce sont ces instances ou ces autorités de régulation, et moi je les appelle le bras léger de l'État. C'est-à-dire que l'État s'est désengagé d'un secteur monopolistique, il l'a ouvert à la concurrence, donc il y a de nouveaux acteurs qui vont rentrer, mais pour que le jeu sur ce marché soit un jeu efficace et efficient, il faut que les règles déjà de la concurrence soient respectées, c'est-à-dire une concurrence saine, une concurrence où il n'y a pas de capture, où il n'y a pas de corruption, où il y a de la transparence, etc. Et le principal rôle de ces instances de régulation, c'est d'être l'arbitre à l'intérieur de ce jeu sur le marché. Oui. Alors justement, on va y revenir par la suite, Madame Zdgui. Vous avez parlé de concepts importés. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la trajectoire historique, sur la genèse de la régulation ? Avant, si vous voulez, avant de retracer un peu la genèse de la régulation, j'aimerais revenir sur le concept 2 secondes, si vous permettez. Bien sûr, bien sûr. Voilà. J'ai essayé de donner des définitions qui ont du mal, en fait, à tenir la route sur le plan du droit. Mais ce que j'ai oublié peut-être de préciser, c'est que, par exemple, dans la langue française, on a régulation et réglementation. On a 2 termes qui ne veulent pas dire la même chose. Réglementation, on est dans ce que les anglo-saxons appellent la hard law. Avec la régulation, on va voir qu'on est dans la soft law, et tout à l'heure peut-être je dirais qu'est-ce que c'est que cette soft law. Et en langue anglaise, il y a un seul mot, c'est regulation. Ça aussi, ça a été difficile, si vous voulez, de prendre ce mot et de lui donner un contenu très cadré, très juridique en langue française. Donc pour la genèse,
comme je le disais, c'est un concept importé. Il a vu le jour à la fin du 19e siècle. Vous voyez que la régulation ne date pas d'hier aux États-Unis. Et c'était lors de la création du premier régulateur pour le secteur des transports ferroviaires, donc le train, et par la suite du grand transport routier. Bien sûr, aux États-Unis, on a vu arriver un certain nombre de régulateurs, et c'était des instances qui avaient beaucoup d'indépendance au point où on les a qualifiées d'États, de petits États ou de micro-États à l'intérieur du grand État, à côté des autres États qui constituent l'État fédéral américain. Une des plus célèbres que tout le monde connaît, c'est celle du marché financier, c'est la Securities and Exchange Commission, qui a été créée en 1934, donc suite à la grande crise de 29, et qui a connu un remodelage, si vous voulez, et un renforcement de ses pouvoirs en 2010, suite à la fameuse crise des subprimes et puis à la crise financière et économique qui sont suivies. Donc, mais il y en a eu plein d'autres dans ce monde. Alors là aussi, c'est une caractéristique donc américaine. Au Royaume-Uni aussi, on a vu apparaître beaucoup plus tard ce genre d'institutions, oui. Mais au Royaume-Uni, elles ont vraiment essaimé sous Thatcher, sous Margaret Thatcher. Si vous vous souvenez, c'est elle qui a introduit le concept du New Public Management, voilà, et qui est parti sur le désengagement de l'État et la privatisation d'un certain nombre de secteurs qui étaient monopolistiques à l'avance, tels que l'électricité, les télécoms, c'est allé jusqu'à la santé même, le gaz, les chemins de fer, etc. Mais il y a eu donc une pléthore de régulateurs au Royaume-Uni, mais avec des pouvoirs qui ne sont pas les mêmes. Certains avaient été juste dans l'autonomie, les autres étaient dans l'indépendance. Donc il y a une distinction. Autonomie, indépendance, c'est différent. Oui, bien sûr. L'indépendance est beaucoup plus forte que l'autonomie. Oui. Ensuite, les choses sont passées à l'Union européenne et c'est lié aussi aux directives qui venaient réguler, si vous voulez, au niveau de l'Union européenne, la privatisation des industries de réseau. Même chose, télécom, ça a été les transports, etc. Donc, si vous voulez, là aussi, les pays étaient invités à un désengagement de l'État et à créer donc des marchés, à libéraliser. Et on avait besoin de régulateurs, justement, pour la mission dont j'ai commencé un petit peu à parler tout à l'heure. Comment les choses sont arrivées chez nous? Comme vous savez, ça arrive toujours avec un peu de retard. Nous, on sortait, on a eu, comme vous le savez, le PASS, le programme d'ajustement structurel en 83, et ça a duré pendant quelques années. Et là aussi, je voudrais citer un élément international qui a eu un impact décisif sur le développement de ces instances de régulation dans des pays comme le nôtre, mais surtout aussi dans tous les pays, les anciens pays de l'Est. Il y a eu la chute du mur de Berlin et la Banque mondiale, le Fonds monétaire international. À l'époque, le grand credo, c'était l'économie de marché, c'est le mouvement néolibéral aux États-Unis, en Angleterre, etc. Déjà, c'était Reagan aussi qui était un peu le pendant de Margaret Thatcher sur ces questions-là. Et donc, on a vu ce vent de liberté qui soufflait sur le monde à l'époque, d'où d'ailleurs aussi la naissance et le renforcement de l'autre type dont on ne va pas parler, relatif aux droits de l'homme et aux libertés. Et on s'était dit, la panacée pour tous ces pays-là, c'est d'avoir des marchés efficients, efficaces, etc., et de basculer dans l'économie de marché. Donc c'était ça un peu. Pour le Maroc, c'était un petit peu particulier, parce que si je prends l'exemple d'un domaine quand même dans lequel j'ai exercé pendant longtemps, celui du marché des capitaux au Maroc, eh bien on avait une bourse, on a toujours une bourse de Casablanca qui, assez paradoxalement, date de 1929. L'année de la crise dans le monde, et c'est l'année qui a donné naissance à la bourse de Casablanca. Mais le statut de la bourse de Casablanca, elle était établissement public. Elle dépendait de la direction du Trésor, du ministère de l'économie et des finances. Donc, qu'est-ce qu'on a fait en 1993, toujours dans ce sillage de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, et on sortait aussi de ce fameux PASS qui a laissé des traces. Une autre fois, peut-être qu'on en reparlera. Et donc, c'est pas qu'on se lance
relancer dans une économie libérale, puisque le Maroc a toujours été une économie libérale. On n'a jamais été une économie collectiviste ou socialiste, etc. Donc, il fallait juste rénover, si vous voulez. Et on a eu une réforme à partir de 1993. Et le plus important dans cette réforme, c'était justement de relancer le marché boursier marocain pour qu'il devienne, ou pour qu'il puisse offrir à l'entreprise marocaine un moyen alternatif de financement, autre que les banques. Et donc, ce qui a été fait, c'était la modernisation de la gestion de la Bourse de Casablanca, c'était la création du régulateur, le tout premier qui était le Conseil déontologique des valeurs mobilières, pour, si vous voulez, le montage duquel j'ai eu le privilège d'avoir été là parmi les quelques personnes qui ont travaillé pour donc mettre sur pied cette institution. C'était aussi la création de véhicules financiers comme les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, les fameux OPCVM. Tout ça, pourquoi? Pour drainer l'épargne du public, hein, pour avoir une épargne populaire, si vous voulez, et encourager les gens à investir en bourse pour permettre aux entreprises à leur tour de venir se financer sur le marché boursier. Donc, on a créé les sociétés de bourse, on a créé les sociétés de gestion des OPCVM. Donc, on a mis tous les ingrédients et tous les acteurs pour avoir une place financière, j'allais dire, aux normes internationales. Donc, ça, c'était là. Voilà comment les choses sont venues. Ceci dit, il ne faut pas quand même oublier que Banque el-Maghrib était déjà là. Banque el-Maghrib, comme vous le savez, c'est le régulateur du marché monétaire et le CDVM à l'époque, marché financier ou marché de capitaux. Par la suite, il va devenir la MMC, on en reparlera. Donc voilà comment cette régulation est venue chez nous. Alors nous aussi, notre cadre juridique étant très semblable au cadre français, a eu du mal, si vous voulez, à absorber cette notion de régulation. J'en veux pour preuve les textes de 1993, les fameux 3 daïrs portant loi qui ont, si vous voulez, encadré le marché des capitaux au Maroc. Nulle part vous ne trouvez le mot régulation. Nulle part. Et le régulateur, il n'y a pas le mot régulateur dans l'intitulé. Mieux, si je prends le régulateur des télécoms, l'ANRT, elle s'appelle l'Agence nationale de réglementation. Et non pas de régulation. Voilà, on confond. La seule à ce jour qui a le mot régulation, on en parlera peut-être tout à l'heure, c'est la NRE, c'est l'Agence nationale de régulation de l'énergie. Finalement, 2016, on commence à parler de régulation. Sinon, le mot, vous ne le trouvez pas. Vous ne le trouvez pas. Et puis, on parlera bien sûr de la nature juridique et de l'expérience marocaine, qui est très originale. On n'a pas copié-collé l'expérience française. Pour le modèle, en fait, on a pris le modèle américain. Et c'est assez paradoxal parce que même les Européens, l'Union européenne, n'a pas pris le modèle anglais. Elle a pris le modèle américain. Et nous, on est un peu allé dans ce sillage quand on a voulu mettre nos acteurs du marché. Donc, voilà comment c'est rentré, comment la régulation est venue chez nous. D'accord. Alors, Madame Zedghi, quelles sont les principales caractéristiques de ces instances de régulation? On présente souvent l'indépendance comme étant la caractéristique fondamentale de ces instances. Indépendance par rapport à qui? Par rapport à quoi? Est-ce que vous pouvez développer ce point, s'il vous plaît? Oui, vous avez mis le doigt sur un point nodal. Quand on parle de régulation, le premier mot qui vient, c'est l'indépendance. On a parlé d'arbitre tout à l'heure. Première qualité d'un arbitre, c'est la neutralité et l'indépendance. Donc, c'est vraiment une fonction fondamentale. On va voir que le traitement du Maroc par rapport à l'indépendance a été assez particulier. Donc, avant de dire, d'abord, peut-être qu'on devrait rappeler un peu quelles sont les instances dont on parle. On a l'instance de régulation du marché des capitaux qui était le Conseil déontologique des valeurs mobilières, qui est devenu aujourd'hui la MMC, l'autorité marocaine des marchés de capitaux. On a la NRT pour les télécoms, on a la NRE pour l'électricité, on a la CAPS pour le domaine des assurances, on a bien sûr Banque el-Maghrib, comme je dis, c'est la plus ancienne pour le marché monétaire. Et puis on voit pour le secteur, oui, il y a le Conseil de la concurrence qui lui a une mission horizontale, alors que là c'est des instances sectorielles, par secteur. Et il y a la notion d'agence qui est en train de revenir en force ces derniers temps. On n'arrête pas de créer des agences. Mais bon, ça c'est encore une autre question. Donc si je reviens aux principales caractéristiques de ces instances de régulation, je voudrais dire que le Maroc, toujours partisan de la forme, le législateur marocain, toujours partisan de la forme, comment dire, de la forme progressive. La première fournée de ces régulateurs, Banque el-Maghrib en tête, le CDVM et la NRT, ils ont eu le statut d'établissement public.
Donc, on est dans l'autonomie et pas dans l'indépendance. Par la suite, il y a eu une évolution par rapport à Banque El Maghreb. Ensuite, par rapport à l'AMMC qui a remplacé donc, le CDVM. Mais aujourd'hui encore, l'ANRT est la statut d'établissement public placé auprès du chef du gouvernement. Alors, quelle est la différence? Quand on est établissement public, vous êtes sous la tutelle de l'État. Il y a un contrôle financier de l'État. Alors, si je prends le CDVM au début, ou l'ANRT à ce jour, effectivement, c'était écrit noir sur blanc dans le texte, il est créé, un établissement sous la tutelle de l'État. C'est ce que j'appelle le bras lourd de l'État. On peut parler d'autonomie, qui a l'autonomie financière, d'accord? Personnalité morale et autonomie financière, c'est-à-dire personnalité morale, elle est distincte de l'État. C'est que si quelqu'un veut intenter une action en justice contre le CDVM à l'époque ou contre Banque El Maghreb, c'est des entités qui sont distinctes de l'État. On n'attaque pas l'État. Ce que je voudrais dire ici, c'est que nous n'avons pas importé le concept français d'autorité administrative indépendante. Déjà, quand je dis autorité administrative indépendante, en tant que juriste, moi, ça me hérisse un peu les cheveux, parce que c'est un oxymore. Voilà. Comment est-ce qu'on peut être une autorité administrative, qui est caractérisée par la hiérarchie, et être indépendante? Eh bien, c'est cette alchimie-là. La régulation, les régulateurs, c'est exactement... Si on n'a pas compris ça, on ne peut pas aller très loin dans le domaine de la régulation. D'accord? Donc, je disais, il y a eu une évolution, et ce n'est que 20 ans après que le CDVM est devenu AMMC. Aujourd'hui, sur le plan juridique, vous avez sauf pour l'ANRT, toutes les autres aujourd'hui sont qualifiées par le législateur. Banque El Maghreb avait ouvert le bal et les autres ont continué. Autorités, ce sont donc des personnes morales publiques ou bien des personnes morales de droit public. C'est ça leur nature juridique. Donc on sait au moins que c'est des personnes morales publiques ou des personnes morales de droit public. C'est-à-dire que nous ne sommes plus dans le schéma établissement public. Il y a beaucoup d'autonomie. Si je prends le cas de la MMC, aujourd'hui, elle a une présidente, d'accord, qui est nommée par le roi. Avant, c'était le ministre des Finances qui exerçait la tutelle parce que c'était un établissement public. Donc, normalement, les établissements publics dans la législation marocaine sont sous la tutelle du chef du gouvernement qui, en général, délègue au ministre le plus proche. Donc là, c'était le ministre des Finances et pendant longtemps, on a eu un conseil d'administration présidé par le ministre des Finances. Alors, cette indépendance, vous m'avez dit, qu'est-ce que c'est que cette indépendance? Qu'est-ce qu'on met dans le mot indépendance? Je peux vous dire, vous êtes indépendant, par exemple, et je vous donne un budget très limité. Très limité. Quelle indépendance vous allez avoir? Vous aurez l'indépendance juste par les paroles, pas par l'action. Alors, dans le terme indépendance, on distingue en fait entre l'indépendance, j'allais dire organique, et l'indépendance fonctionnelle. Alors, si je prends l'indépendance organique et que je prends ces institutions dont on est en train de parler, eh bien, déjà, au Maroc, on a beaucoup de choses, puisque notre Constitution, l'article 159, pour ne pas le citer, consacre l'indépendance de ces autorités de régulation. C'est fondamental, c'est la norme suprême qui le dit. C'est 2011, d'accord? On n'est pas parti comme ça. Mais du coup, toutes celles qui sont dans la Constitution, malheureusement, toutes ne sont pas dans la Constitution, mais on raisonne par analogie, et donc l'indépendance, comme on a dit, c'est quelque chose de fondamental et sa source est dans la Constitution. Leur positionnement, vous m'avez dit, est-ce qu'on est, où ici, législatif, exécutif, où est-ce qu'elle se positionne aujourd'hui? Justement, c'était la question d'après Madame Zdgui. J'allais y venir. Quel est le positionnement et la nature juridique de ces instances de régulation? On n'est pas dans le législatif, on n'est pas dans l'exécutif. Où est-ce qu'on se situe finalement? Justement. Alors, juste encore un mot sur l'indépendance et je reviens à cette question pour voir un peu qu'est-ce qu'on met dans cette indépendance. Donc, l'indépendance, comme j'ai dit, on distingue plusieurs formes d'indépendance. Il y a le positionnement institutionnel. Certaines sont constitutionnalisées, comme j'ai dit, d'autres ne le sont pas, mais ça n'enlève rien à leur positionnement institutionnel. La principale caractéristique, c'est l'indépendance par rapport à l'exécutif. Elles ne sont pas sous la hiérarchie ou sous l'autorité d'un ministre, ni même du chef du gouvernement, d'accord? Elles ne reçoivent d'injonction ni d'ordre de personne. Ça, c'est très, très fort. On va voir quel est le pendant derrière. C'est la reddition des comptes, parce qu'elles ne flottent pas. Elles sont aussi, comme tout le monde, elles rendent des comptes. On va voir comment.
Deuxième chose aussi très importante, donc source dans la Constitution, indépendance par rapport, encore une fois, au pouvoir exécutif, mais indépendance aussi par rapport aux opérateurs qu'elle régule, pour éviter ce que l'on appelle dans le jargon le risque de capture. Et notamment par rapport, je ne voudrais peut-être pas rentrer trop en détail là-dedans, notamment par rapport aux opérateurs historiques. Par exemple, pour l'AAK par rapport à la SNRT, pour la NRT par rapport à IAM, qui était là, qui couvrait tout le territoire, etc. Comment est-ce qu'on essaye d'éviter le risque de capture pour que l'autorité de régulation ne soit pas sous le poids de ces opérateurs qui sont très, très forts et qui sont forts et qui ont leurs habitudes et leur façon de faire, etc. Donc ça se passe bien, si vous voulez, mais ça se passe avec des négociations, avec un certain nombre de choses par du vécu, notamment à l'AAK, où j'ai été pendant près de 8 ans. Donc, ensuite, l'indépendance, elle vient de quoi? Elle vient de la composition de votre tour de table. Ces institutions sont toutes collégiales. Dans le monde entier, les instances ou les institutions de régulation, les autorités de régulation sont toutes collégiales. Et à l'intérieur de ces collèges, vous avez aussi une diversité de sources de nomination. Certaines institutions, par exemple si je prends l'AAK, il y a des membres qui sont nommés par le roi, d'autres membres par les 2 présidents des 2 chambres du Parlement, le chef du gouvernement. Et en général, ce qu'on essaye de mettre de plus en plus, et ça c'est la norme internationale, c'est qu'on essaye de mettre des gens complètement indépendants. Un professeur universitaire. Moi, je vous ai dit, j'ai travaillé pour le CDVM pendant longtemps. Ensuite, j'étais repartie vers l'enseignement qui me manquait, mais en fait, ils m'ont gardé comme membre du conseil d'administration à titre intuitu personnel, en tant qu'universitaire. Et c'est bon parce que ça vous donne un éclairage tout à fait neutre de ce qui se passe à l'intérieur. Il y a bien sûr, le législateur a prévu des garde-fous, parce que vous ne pouvez pas non plus créer quelque chose qui n'obéit à rien, ce n'est pas possible. C'est des institutions, c'est des institutions étatiques, il ne faut pas l'oublier, ce n'est pas des clubs, ce n'est pas des organisations professionnelles. Mais comme je le répète, c'est le bras léger de l'État. L'État s'est retiré, mais il garde un œil, d'accord? Et je parlais donc de ce désengagement de l'État, si vous voulez, et le législateur a mis des garde-fous. La collégialité, il a mis les incompatibilités. Je ne peux pas, par exemple, avoir une société de bourse et siéger au conseil de la MMC. Je ne peux pas avoir une radio et siéger au conseil de la AK. Ce genre de choses. Donc, conflit d'intérêts, incompatibilité, déclaration de patrimoine pour certaines. Et puis surtout, moi, je trouve que l'indépendance, c'est vraiment la qualité, cette fois-ci, la qualité des personnes autour de la table. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit des gens qui n'ont pas d'appartenance. Voilà, pas d'appartenance, ou même politique. Quand ils ont une appartenance, parce que ça arrive, qui arrivent à changer de casquette et à oublier, par exemple, à l'AAK, il y avait des gens qui étaient affiliés politiquement. Donc il faut que quand on débat, qu'on oublie qu'on appartient à tel ou tel parti. C'est un travail énorme, celui-là, sur soi. C'est très difficile. C'est très difficile. Et donc, si vous voulez, le degré d'indépendance et qui va donner cette espèce de magistère et d'autorité morale à l'institution vient d'abord de la compétence technique, parce que ces institutions ont des compétences très techniques, c'est pas toujours simple. Des personnes autour de la table, la connaissance du domaine, de leur intégrité aussi, et de leur poids moral, de leur sagesse. En général, c'est des gens qui sont déjà à la veille de la retraite. Voilà, c'est des sages de toute autre considération. Voilà. Donc voilà un petit peu sur le plan juridique, bien sûr, cette indépendance aussi, elle existe, et on va voir en quoi peut-être quand on va parler des pouvoirs, ça va ressortir. On va clôturer justement cet épisode avec une dernière question, Madame Zdki. Quel est le rôle et quels sont les pouvoirs de ces instances de régulation économique et financière? Oui, alors le rôle, je crois qu'on l'a expliqué tout à l'heure, je me limite à la notion d'arbitre parce qu'elle est comprise par tout le monde. Un arbitre, c'est l'arbitre à l'intérieur d'un marché qu'on a libéralisé et que l'État refuse d'abandonner aux seules forces du marché. Si on faisait ça, les gros mangeraient les petits. Vous voyez un peu, ça serait la jungle. Et donc, on met un arbitre. Mais pour que cet arbitre puisse jouer son rôle d'arbitre, on a dit l'indépendance, mais pas que, mais il faut aussi qu'il ait des pouvoirs. Alors, les pouvoirs, ils sont énormes. Et c'est pour ça que le législateur a pris soin, si vous voulez, de verrouiller. Alors, ces pouvoirs, ils n'ont pas été donnés d'emblée aux autorités, dès le départ. Si je prends l'exemple du CDVM à l'époque, par exemple, on n'avait pas le droit de prendre des règlements dans notre domaine de compétences. Alors, c'était les fameuses circulaires. Mais en fait,
la force des choses a voulu que le marché lui-même demande aux régulateurs, s'il vous plaît, mettez-nous des règles. Donc la demande est venue d'en bas. Oui. Donc nous, on a mis des règles. C'était les premières circulaires du CDVM pour mettre de l'ordre à l'intérieur de ce marché et de son fonctionnement, mais elles n'étaient pas assorties de sanctions. Parce que les sanctions, c'est le législateur. Oui. Alors à l'époque, le secrétaire général du gouvernement, c'est Rabi Allah Yarhamou, a un peu tapé sur les doigts du CDVM. Il nous a dit, alors vous légiférez. En fait, non. Parce que le texte, quand il a été conçu en 1993, il ne s'est pas inscrit dans la logique des critères internationaux, parce qu'un régulateur qui ne peut pas prendre les règles, si vous voulez, de fonctionnement, les règles, c'est un peu comme si je vous vends un médicament sans le prospectus. Bon, le médicament, vous ne savez même pas comment le prendre, les modalités d'application de la loi, c'est la loi qui définit, mais le régulateur, c'est lui qui vous fait le mode d'emploi. Et c'est exactement cela que nous demandaient les opérateurs. Il y a eu une réforme très importante en 2004 où on a introduit le pouvoir. Alors, pourquoi finalement est-ce que le législateur, peut-être au départ, était réticent à donner ce pouvoir au régulateur? Bien parce qu'il s'agit tout simplement, et j'ose le dire, d'une entorse à la Constitution. Constitution, la norme suprême. On va faire une entorse à la Constitution parce que si vous prenez, je pense que c'est l'article 90, si je ne m'abuse ou par là, qui vous dit que le pouvoir réglementaire appartient au chef du gouvernement, Premier ministre à l'époque, qui peut le déléguer à ses ministres. Nous sommes devant un schéma où on a un chef de gouvernement, mais les présidents et les présidentes de ces institutions ne sont pas des ministres. Donc, comment est-ce qu'il va leur déléguer? Donc, il ne peut pas leur déléguer. Donc, il faut que ça soit la loi qui leur permette. Et on a mis une disposition en 2004 qui complète le texte à l'époque, le Daïr portant loi de 93, pour dire que le CDVM a la possibilité de prendre des circulaires, mais il faut que ça soit verrouillé, dans le domaine de sa compétence. C'est-à-dire, il n'a pas un pouvoir général de prendre de droit, une compétence de droit commun, comme on dirait en droit. Il a une compétence d'exception dans le domaine de sa compétence, pas plus. Et c'est ce qui a permis, si vous voulez, et d'ailleurs en France, c'était le Conseil constitutionnel qui avait tranché, parce que sinon, vous ne pouvez pas travailler, là encore. Et le marché a besoin d'un régulateur qui est à l'écoute. La proximité est quelque chose de fondamental dans ce type dans le fonctionnement ou le bon fonctionnement de ce type d'institution. Donc voilà un petit peu par rapport, si vous voulez, les pouvoirs, ils sont très grands. Et il y a une autre caractéristique par rapport au pouvoir, donc oui, elles ont des pouvoirs, j'ai dit d'émettre des règles, les pouvoirs d'inspection et d'enquête par rapport aux opérateurs. Il y a des corps d'inspecteurs. Si je prends la MMC, par exemple, elle a un corps d'inspecteurs qui... Les enquêtes, ça vient en général... Des inspections qui se font régulièrement? Oui, oui. Les inspections qui se font à une périodicité, on avise l'opérateur, il se prépare, il sait que les gens viennent. Non, il prépare ses documents. Vous allez inspecter comme un audit. Hein, vous allez faire l'audit. Mais les enquêtes, en général, c'est quand il y a un dysfonctionnement. Là, on n'avise pas. On vient enquêter sur la possibilité d'un délit d'initié, d'une manipulation, d'un manquement ou d'une infraction. Donc là, c'est de gros pouvoirs. Il y a un corps qui est formé, ils sont assermentés, ils sont dûment commissionnés. Il y a le respect... Alors, la procédure dans ce cas-là, que ce soit d'ailleurs dans ceux que je connais bien, mais c'est la même chose pour les autres, elle est très encadrée. Elle est calquée sur la procédure judiciaire. C'est-à-dire que la personne à qui on reproche quelque chose a le droit de se défendre, de se faire représenter, d'avoir accès aux documents, etc. etc. Donc c'est fait vraiment dans les règles de l'art, avec possibilité de recours. Vous savez que les décisions de toutes ces instances, qui sont des instances administratives, si elles sanctionnent un opérateur et que l'opérateur n'est pas d'accord pour la sanction, ils peuvent attaquer la décision du régulateur devant le tribunal administratif. Il est arrivé que certaines fois on perd, mais la plupart du temps on gagne. Mais il est arrivé qu'on puisse perdre quelque chose, parce qu'il y a eu une erreur, on n'a pas fait attention à une procédure, on n'a pas fait attention à un délai. Vice de procédure, pour des vices de forme en général. Entre autres. Oui.
Alors, il y a, si vous voulez, donc la possibilité il y a aussi les agréments pour certaines, l'octroi d'agréments, d'autorisation. Par exemple, pour les sociétés de bourse, il faut un agrément pour pouvoir exercer. Pour ouvrir une radio, vous avez besoin aussi d'une autorisation ou bien d'une licence, de l'octroi d'une licence. Donc, elles exercent un pouvoir, si vous voulez, à l'entrée du marché. Il y a un filtrage qui se fait. N'importe qui ne peut pas venir sur le marché financier. Il faut présenter un peu patte blanche en termes de compétences, en termes de moyens financiers, en termes, etc. Et aujourd'hui, même pour les métiers de la bourse, on a instauré l'habilitation. Il faut passer un examen d'habilitation et même pendant votre carrière, vous revenez sur les bancs de l'école à la MMC qui organise cela parce que c'est un monde qui va très, 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 très vite et le marché devient de plus en plus sophistiqué avec des produits de plus en plus sophistiqués. Donc, il faut que les gens puissent pour accompagner les tendances et les évolutions. Voilà. Donc, il y a énormément de pouvoirs, si vous voulez, et la contrepartie de ces pouvoirs, c'est un peu toutes ces procédures pour qu'il n'y ait pas de dépassement ni de débordement. Donc, voilà. Parfait. Donc, Madame Zdgui, au nom de nos auditrices et de nos auditeurs, je tiens à vous remercier infiniment pour cette présentation, pour nous avoir fourni une lecture détaillée et un aperçu complet des instances de régulation économique et financière au Maroc. Madame Zdgui, encore merci d'avoir accepté notre invitation. Non, vous savez, tout le plaisir est pour moi. Je suis toujours un peu frustrée parce qu'il y a tellement de choses à dire. Pour finir, je vais juste vous dire quelque chose. C'est qu'en termes de conclusion, moi, j'ai eu à déconstruire tout ce que j'ai appris parce que j'étais dans la réglementation, dans la hard law. J'ai dû basculer vers la soft law et déconstruire, faire un très gros effort intellectuel parce que le droit de la régulation, c'est avant tout un droit négocié avec une très grande approche participative. Et je voudrais conclure en disant que l'existence dans notre paysage institutionnel de ces instances de régulation, comme les appelle la Constitution, ou ces autorités, si vous voulez, est un signe de démocratie. Parce que le droit de la régulation, encore une fois, est un droit participatif, négocié, qui tient compte de personnes qui participent d'ailleurs. Les personnes participent à l'élaboration des normes. Et on est aussi une très belle mission du régulateur. Ce n'est pas que le contrôle. On contrôle, oui, que je parlais des inspections, des enquêtes, mais pas que. On éduque. On accompagne. Et c'est ça qui fait, si vous voulez, la soft law, c'est tout ce qu'on fait en termes d'éthique, de déontologie, de charte, de règles de fonctionnement, etc. On est vraiment, si vous voulez, à la recherche d'un certain idéal, quelque part, puisque ces marchés ont beaucoup de spécificités, difficiles, techniques, et que pour le citoyen, il est très important qu'il comprenne ce qui se passe. Et donc, le régulateur veille, si vous voulez, d'ailleurs on le dit, c'est la principale mission, à l'intégrité et à la transparence sur ces marchés. C'est une mission très, très noble. Merci beaucoup, Madame Zdgui, pour cette discussion très, très passionnante. Et j'espère qu'on aura l'occasion de développer ce sujet dans un autre épisode. Merci beaucoup, Madame Zdgui. Merci à vous. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis dans un nouvel épisode d'Academic Chat. Pour plus d'informations sur nos projets et sur nos activités, je vous invite à consulter notre site internet sur www.fgses-um6p.ma. On se donne rendez-vous très prochainement. Merci et à bientôt.